Madame, Monsieur, bonjour. Nous profitons de sa tournée éclair au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour le recevoir pour une entrevue exclusive pour Média. Nous allons aborder avec le secrétaire d'État américain des sujets divers. Tout d'abord, bien sûr, l'objet, les enjeux de sa visite au Maroc, en passant par le conflit israélo-palestinien, sans oublier l'accord sur le nucléaire iranien et bien sûr la guerre en Ukraine. Bonjour Anthony Blinken. Bonjour. Merci de nous retrouver ici à Rabat, 6 ans après l'interview que vous avez accepté d'accorder à Média TV. C'était en juillet 2016. Alors vous revenez d'un sommet inédit qui s'est tenu bien sûr dans le désert du Negev en Israël, plus d'1 an après les accords d'Abraham. Comment, Monsieur Blinken, comment les relations vont-elles évoluer après ce sommet? Tout d'abord, c'est une photo assez remarquable, une photo qu'on n'aurait pas pu voir il y a 4-5 ans, même 2 ans, de voir ensemble des responsables du Maroc, du Bahreïn, des Émirats, de l'Égypte, des États-Unis et de l'Israël. Et je crois que ça démontre qu'il y a un désir de trouver avec ce travail en commun la possibilité de poursuivre ensemble des opportunités pour les peuples de chaque pays, parce que en créant des liens de commerce entre étudiants, entre citoyens, nous allons pouvoir ensemble nous concentrer sur des sujets qui ont un impact dans la vie de tous les jours, l'investissement, l'infrastructure, travailler ensemble sur le climat, sur la santé globale, évidemment sur les questions de sécurité aussi. C'est quelque chose de très puissant, tout en ne pas mettant de côté l'avenir du peuple palestinien et la nécessité, à notre avis, qu'il y ait aussi un pays pour les Palestiniens. Et entre-temps, essayer d'investir dans leur avenir également. Donc je crois que c'est quelque chose de très puissant, mais ça démontre également que quand vous avez des leaders comme Sa Majesté, le roi, qui ont une vision et le courage de ne plus accepter les barrières du passé et en fait de les défaire et de trouver un moyen de nous mettre ensemble, c'est quelque chose de très puissant. Dernier point, ce que nous allons faire ensemble, nous en avons parlé au Negev hier, c'est de nous concentrer sur des projets très concrets et comment agir ensemble pour répondre aux besoins et aux désirs des peuples dans chacun de nos pays. Monsieur le secrétaire d'État, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui et après ce sommet au Negev, est-ce qu'on peut dire que les relations entre les États-Unis et les pays du Golfe sont au beau fixe? Vous savez, nous avons des partenariats qui existent depuis beaucoup d'années. Et c'est des partenariats qui sont pour nous essentiels, importants au niveau non seulement des questions de sécurité, mais l'avenir de nos pays. Et je pense que c'était un moment important également pour renforcer non seulement ces partenariats, mais pour renforcer l'idée de l'investissement des États-Unis dans ces partenariats. Et c'est un message que j'ai voulu tenir à mes collègues. Très bien. Alors, troisième et avant-dernière étape de votre tournée, Monsieur le secrétaire d'État, le Maroc. Bien sûr, il est indéniable qu'aujourd'hui, le Maroc représente un allié stratégique pour les États-Unis dans la région, tant sur les volets sécurité, comme vous l'avez si bien évoqué, mais aussi sur des questions qui sont relatives, bien sûr, à la préservation de la paix. Comment, selon vous, quel est le rôle que le Maroc est appelé à jouer à l'avenir dans sa région, mais aussi en Afrique? Pour nous, le Maroc, c'est premièrement un partenariat essentiel qui existe depuis bien longtemps, mais qui est pour nous d'une plus grande importance, parce que nous agissons évidemment sur des questions entre nous au niveau bilatéral, nous agissons ensemble au niveau régional, où la voix du Maroc, la diplomatie du Maroc a un impact très important pour gérer des dossiers, que ce soit des défis comme au Sahel, la Libye, etc. Mais également, nous avons évoqué longuement aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest par exemple, et ce que nous pouvons faire ensemble. Et puis aussi un impact au niveau global, parce que par ce partenariat, nous travaillons également aussi sur des questions comme pandémique du Covid. Il y a un grand succès ici au Maroc, par exemple, dans la campagne de vaccination. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble
à travers le monde, y compris en Afrique. Même chose sur le climat, où le Maroc a des plans très, très avancés pour gérer ce qui est vraiment le dossier existentiel pour tout le monde. Donc ce que je vois, c'est un partenariat qui non seulement agit dans la région, mais qui agit de plus en plus au niveau global. Alors, vous avez évoqué la question du Sahel. Bien sûr, la stabilité dans la sous-région du Sahara est tributaire de la question du Sahara marocain. Je voudrais citer, si vous le permettez, un bref extrait du communiqué du département d'État sur l'objet de votre visite ici au Maroc. Je cite, « Nous réaffirmons l'importance du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, de l'unité nationale de tous les États membres des Nations Unies. » Fin de citation. Sachant que, bien sûr, la souveraineté du Maroc a été reconnue par les États-Unis. Quelles sont aujourd'hui, ou plutôt demain, les étapes futures potentielles dans ce dossier? C'est quelque chose que nous avons évidemment évoqué aujourd'hui, comme nous en parlons chaque fois que nous voyons. Nous voyons dans le plan d'autonomie du Maroc un plan qui est crédible, sérieux et qui est réaliste. Et je crois que c'est une approche qui peut répondre aux besoins et aux aspirations du peuple du Sahara. Il y a un travail très important qui est fait maintenant par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, que nous soutenons. Nous l'avons évoqué aujourd'hui avec mon collègue et mon ami Nasser Bourita. C'est quelque chose à laquelle nous allons donner suite dans les semaines à venir. Un nouvel ambassadeur vient d'être nommé. Oui. Il s'agit de son Excellence Punit Talwar. Quelle serait la feuille de route dans ces nouvelles missions au Maroc, Monsieur Blinken? Punit Talwar, c'est non seulement l'ambassadeur qui est nommé, et il faut qu'il soit approuvé par notre Sénat, mais j'espère que ça se passera rapidement, mais c'est un ami de longue date, personnel. Nous travaillons ensemble depuis 20 ans. Et c'est quelqu'un qui est très proche du président Biden. Il a travaillé sur son staff quand il était au Sénat, nous y avons travaillé ensemble. Et c'est quelqu'un qui, je sais, sera un ambassadeur exceptionnel pour les États-Unis et pour les liens entre nos deux pays. Je lui fais confiance totale et surtout le président Biden lui fait une confiance totale. De par votre expérience avec le Maroc, quel conseil pourriez-vous lui prodiguer? Moins conseil et surtout, quelle chance de venir ici, dans ce pays remarquable. Quelle chance d'être ici à un moment où notre travail en commun a une si grande importance. Quelle chance d'être ici à un moment où je crois qu'il y a toutes sortes de possibilités pour renforcer ce que nous faisons ensemble et pour même élargir nos horizons. Au Negev hier, mais à travers le monde demain. Prochaine et dernière étape de votre tournée, Monsieur le secrétaire d'État, le voisin de l'Est, l'Algérie. Compte tenu de la situation actuelle en Europe et des enjeux énergétiques qui en découlent, est-ce que la question du gaz algérien, notamment du gazoduc, fera partie des négociations, des discussions que vous aurez avec les autorités algériennes? Deux choses. Premièrement, vous évoquez la situation en Europe actuellement. Et je crois que c'est très important parce que, dans un premier temps, évidemment, l'agression de la Russie envers l'Ukraine, ça crée une souffrance énorme en Ukraine. La moitié des enfants de ce pays sont déplacés de leur maison. C'est extraordinaire. Donc c'est important à ce niveau. Mais c'est important pour deux autres raisons. Premièrement, il y a des principes très importants qui sont en jeu, qui soutiennent la sécurité et la paix à travers le monde, non seulement en Europe, mais ici. Et ces principes, quand elles sont agressées, comme elles le sont pour la Russie, ça pose un problème pour tout le monde. Le principe qu'un pays ne peut pas changer les frontières d'un autre pays par la violence, qu'un pays ne peut pas décider pour un autre sa politique, son avenir, etc. Ça, c'est un jeu. Mais troisièmement, ce qui est important, c'est que nous voyons un impact à travers le monde. Nous avons maintenant, à cause de cette agression russe en Ukraine, des problèmes dans l'alimentation, parce que les exports de ces produits agricoles maintenant sont en jeu. Et notamment le blé, dont dépendent beaucoup de pays africains, dont le Maroc. Exactement, surtout le blé. Alors, les fermiers en Ukraine sont obligés soit de se battre
pour leur pays, Oui. soit de fuyer autrement. Donc la récolte ne se fait pas. Oui. On bloque les exports dans les ports du sud du pays. Donc ça pose un problème très, très concret. Les prix de l'énergie également sont en train d'exploser. Donc est-ce que vous pensez qu'il est temps de voir peut-être d'autres alternatives à ce gaz russe par exemple et absolument. à travers la réouverture de ce gazoduc Maghreb-Europe? L'Europe est très concentrée sur l'idée qu'il faut maintenant vraiment diversifier du gaz et du pétrole russe parce que malheureusement la Russie l'utilise comme outil de sa politique. Ça c'est un premier point. Évidemment, agit de façon tout à fait inacceptable pour tout le monde. Donc je pense que quand on parle aux collègues européens, ils sont très concentrés sur l'idée qu'il faut diversifier. On verra. Et les Américains plaideraient peut-être pour cette diversification qui viendrait. On plaide pour une diversification qui vient d'un peu partout, dans un sens, y compris d'ailleurs de nous. Mais il faut non seulement une diversification, il faut aussi le faire dans l'optique de ce combat pour le climat. Et ça, c'est très important aussi. S'assurer que dans cette diversification, nous essayons d'avancer le dossier climatique pour qu'on puisse éviter que le monde ne s'échauffe de plus. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État Anthony Blinken. Merci d'avoir répondu à nos questions. Très content de vous retrouver à Précisant. Merci. Et à bientôt, dans moins de 6 ans peut-être. Moins de 6 ans, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette entrevue spéciale. Très bonne soirée à tous.